Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. 3 sujets ont dominé l'actualité cette semaine. L'ouverture et la poursuite des travaux des assises nationales à Niamey. À suivre dans le Forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine tenu le week-end passé à Addis Abeba en Éthiopie. L'actualité, c'est aussi la visite du nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, João Cravino, à Niamey. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Mokhtar. Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Je le disais tantôt, les assises nationales pour la refondation du Niger se sont en effet ouvertes ce samedi 15 février 2025 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Placé sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, cette rencontre qui a fait suite aux assises régionales lancées en décembre 2023 par le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Maimouna Diado, dans son discours, le président de la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, a appelé les membres des différentes commissions à ne pas commettre les erreurs du passé, telles celles qui ont caractérisé la conférence nationale souveraine. Que peut-on comprendre à travers cet appel du président? Mokhtar, ce qu'on peut comprendre à travers le message du président de la commission, c'est que il a juste interpellé les présidents des différentes commissions à ne pas sous-commission à ne pas aller en erreur, à ne pas en tout cas statuer sur des choses qui ne feront pas l'unanimité, à ne pas commettre les erreurs. Quand il dit les erreurs du passé, et il y en a beaucoup. Ça veut dire que la conférence nationale souveraine a été un échec. Mais la conférence nationale, au sortir de la conférence nationale, est-ce que tout ce qui a été pris comme résolution au niveau de la conférence nationale, recommandation, résolution et tout, est-ce que les gens ont pris en compte ces recommandations? Donc, il ne faut pas venir et donner des recommandations où ces recommandations-là vont se retrouver dans les tiroirs de l'histoire. Non, donc pour lui, si aujourd'hui le Niger se trouve à ce niveau, ça veut dire que c'est la conférence nationale qui n'a pas abouti les recommandations n'ont pas été prises en compte, sinon le Niger ne serait pas aujourd'hui à la traîne et on ne serait peut-être pas dans cette histoire de coup d'État. Donc, certainement. Vous avez suivi les travaux, selon vous, est-ce que ça a été une réussite? Vous savez, je ne peux pas dire que ça n'a pas été une réussite comme ça a été une réussite, mais du moment où les 4 jours ou les 5 jours ont permis que des recommandations sortent, des propositions, des résolutions sortent donc de ces assises. Maintenant, c'est vraiment d'attendre l'application et la mise en œuvre de tout ce qui a été dit. Nous avons entendu les conclusions. Nous avons entendu 5 ans pour la transition. Nous avons également entendu que le chef de l'État doit passer en général de corps d'armée. Nous avons également entendu beaucoup de recommandations, de propositions qui sont faites à l'endroit donc de l'Uranium Gate, la lumière sur beaucoup de choses qui se sont passées dans les 10 ans de gestion des régimes passés. Des régimes passés. Et ensuite, il y a cette histoire de dissolution des partis politiques
Il faut également s'attarder sur ça, la dissolution, et que la charte doit être révisée. Donc tout ça là, c'est dans les recommandations. Maintenant, il y a aussi là où on demande que les 5 ans peuvent être rallongés, tenant compte de l'insécurité au Niger. Bon, moi je pense que, ça c'est mon avis, on ne souhaite pas rester dans l'insécurité pour pouvoir faire des rallonges. Merci beaucoup, Maimouna Diado Abakari Arimi. Dans son discours, le président du CNSP a attiré l'attention des participants à se départir de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour se mettre au service de l'intérêt général. Quel commentaire vous inspire cette déclaration du chef de l'État? C'est une assise, n'est-ce pas, pour encadrer, je dirais, le déroulement de la transition pendant les années à venir. Maintenant, on sait que, même si je n'ai pas parcouru toutes les propositions jusque-là, c'est 5 ans qui sont retenus et que c'est pour la gestion de ces 5 ans-là que des propositions ont été faites. Oui, il est important de se départir de considérations vraiment corporatistes, claniques, partisanes et tout ce qui s'ensuit. En fait, il s'agissait d'être objectif que de mettre le Niger et le Niger seulement en avance. En fait, j'espère que c'est ce que ça veut dire nécessairement. Maintenant, est-ce que c'est possible? Parce que nous tous, notre raisonnement, notre façon de voir, chacun vient de quelque part. Chacun est sélectionné pour participer à ces travaux-là ou coopté en tout cas parce qu'il est animateur d'une structure, parce qu'il a soutenu tel aspect de la transition, parce que bon, mais toujours est-il que les gens auraient vraiment apparemment, n'est-ce pas, ils se sont départis de ces considérations-là. Maintenant, moi, pour revenir sur la question qui avait été posée un peu à Maimouna, je crois que les gens ont tort de diaboliser la conférence nationale. La conférence nationale a marqué le passage de l'état d'exception, n'est-ce pas, l'état démocratique, et à un moment où le Niger comptait peut-être 7 millions de personnes. On est 26 millions aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de téléphone ni d'Internet. Aujourd'hui, on en a en pagaille, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de télévision privée ni de presse privée. Aujourd'hui, il y en a. Les OCENI, qui sont les premiers à commencer, étaient à leur premier pas au moment de la conférence nationale, si d'ailleurs ils avaient encore commencé, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment 2 périodes, 2 époques différentes de notre pays qu'il ne faut pas juste comparer pour comparer. N'est-ce pas? Je crois que les travers que notre pays a connus ces dernières années n'est pas lié à la conférence nationale. Oui, il fallait... La malgouvernance, mais c'est des partis politiques, à tort ou à raison, c'est les hommes politiques qu'on accuse. Qu'il y ait conférence ou pas, à un moment, il va y avoir, déjà avant la conférence, il y a eu des hommes politiques au Niger, il va y en avoir. Si les gens sont corrompus, corrupteurs, voleurs et tout ce qu'ils sont, la conférence ne peut pas l'empêcher. N'est-ce pas? Il faut positiver les choses. Il y a eu beaucoup de choses positives, n'est-ce pas? Nous, à notre époque, il n'y avait pas de presse privée. Nous, depuis la conférence, on n'est que des journalistes du privé. Donc, c'est des choses vraiment qu'il faut relativiser. Revenons à présent aux assises nationales. Oui, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez écouté les propositions, les recommandations? Oui, j'ai aimé, par exemple, la reconsidération des concours de douane, n'est-ce pas, qui se sont déroulés. Et celui du ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, prendre ça en compte. On ne sait pas ce qui bloque. Des jeunes ont étudié, n'est-ce pas, ils sont parvenus, ils ont fait des concours, particulièrement pour ce qui est
du ministère des Affaires étrangères, il semble qu'il n'y a rien qui bloquerait leur affectation ou en tout cas leur intégration. Mais ça fait déjà plus de 2 ans que ça dure. Ils ont proposé aussi la dépolitisation de l'administration publique nigérienne. Vous voyez, ça c'est par exemple un des aspects qui a vraiment fait couler de l'encre sous les ponts dans ce pays-là pendant longtemps. On n'arrive pas à se départir. Ça c'est très nigérien. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais on n'arrive pas à se surpasser. C'est-à-dire, normalement, les élections, c'est quelques mois, c'est 1 mois tout au plus. Mais les hommes politiques, les gens qui sont au pouvoir sont en perpétuelle campagne. Ceux qui sont à l'opposition sont perpétuellement... Tout au long du mandat. Tout au long du mandat. Il n'y a pas un moment... C'est-à-dire... Les faits, gestes sont politiques. Autrement... Même les cérémonies. Oui, même cérémonie, même baptême. Il y a politique. Il y a politique là-dedans. Ça, il faut qu'on s'en départisse. Maintenant, moi, je crois que c'est pourquoi les conclusions sur les aspects de la justice sociale doivent vraiment attirer notre attention parce que aujourd'hui, les Nigériens ne croient presque pas que naturellement, tu peux émerger dans ton propre pays selon ta compétence, sans qu'on dise que tu appartiens à tel parti regroupement, politique. à tel parti politique. Voilà, apparent, amis et connaissances. Et on est parvenu à un truc, la moindre chose, chacun veut donner la cola, chacun veut poser la pierre sur le papier pour que les vents ne prennent pas. Même pour le recrutement des plantons et autres, là, il faut... Il faut, on se connaît. Même, il fut un moment où on disait que même les percepteurs de taxes, il faut appartenir à tel ou tel groupe politique. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut vraiment s'en départir. Les jeunes de 15 à 25 ans constituent plus de 60% de la population. Si on continue à faire ça, on ne peut pas ne pas avoir l'insécurité. Le remède, selon vous, c'est la justice sociale. C'est la justice sociale. Merci beaucoup, Abakar Arimi, Ousseini Sajibo, faisant partie des promesses faites par le CNSP et de son président au lendemain de la prise du pouvoir. Ces assises nationales qui se sont ouvertes le 15 février sont en effet organisées pour créer les conditions d'une refondation totale, tout secteur confondu. Quelle est votre opinion au sujet de ces assises nationales, Ousseini Sajibo? On a entendu les conclusions, on a entendu les résolutions et les recommandations qui ont été formulées par rapport aux actes qui doivent être mis en œuvre pour refonder, n'est-ce pas? C'est ça l'enjeu fondamental. Tout à l'heure, Aimé a dit des choses intéressantes, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des choses fondamentales. On a critiqué la conférence nationale parce que des gens sont venus raconter que la conférence a été un fiasco, alors que c'est la conférence qui a permis de mettre en place un certain nombre de mécanismes. On a entendu un certain nombre de recommandations sur dissoudre les partis politiques. Mokhtar. Depuis plus de 2 ans, il n'y a pas de manifestation politique. Mais le Niger peut exister. Est-ce qu'on peut se soustraire d'un processus démocratique où les populations peuvent s'exprimer? Il faut faire la part de choses. Les partis politiques ont de tout temps existé, depuis pratiquement 90-91, les partis politiques ont existé. Maintenant, ceux qui ont été fautifs là, on n'a pas besoin de faire des détours pour les sanctionner. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Malheureusement, j'ai comme l'impression, c'est ce que certains veulent qu'on fasse. Qu'on mette tout le monde dans le même panier. Ça n'a aucun sens. On sait ceux qui ont créé ces conditions de division des Nigériens. On le sait. On connaît les partis qui ont été à l'origine ou qui ont contribué à ça. La suppression des partis politiques, ce n'est qu'un aspect. Parmi les recommandations, il y a beaucoup d'autres recommandations. Moi, j'ai enregistré, j'étais là-bas, j'ai suivi ce qui a été dit. Mais je veux dire, il y a beaucoup de recommandations. On a l'impression qu'on veut passer à côté de la plaque. C'est-à-dire On connaît les problèmes. Dans les recommandations, c'est ressorti. Il faut sanctionner. Vous allez rejoindre les propositions de Arimi, justice sociale. Mais la justice sociale, il faut faire la justice sociale. C'est ça qui a manqué dans ce pays. Il faut créer les conditions pour qu'on ait une justice véritablement indépendante. Qui que tu sois, quand tu poses des actes répréhensibles, que la justice soit en mesure de te sanctionner. C'est ça la chose la plus importante.
dans tous les pays au monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Chez les Occidentaux qu'on observe là. Selon vous, les textes ne sont pas mauvais? Non, ce n'est pas les textes. C'est l'application. Non, c'est l'application, l'instrumentalisation. L'instrumentalisation. Dans un système démocratique, quand on va revenir, il y a 4 pôles. Le législatif, l'exécutif, les 2 branches de l'exécutif. La presse. La justice et la presse. Bon, la presse, c'est alimentaire. Vous êtes un ancien. Comment y mettre fin? Mais comment y mettre fin? Mais quand les gens ont faim, parce que le problème, on n'a pas laissé prospérer la presse. On a connu des périodes où, à l'époque où la presse était vraiment, il y a un semblant d'indépendance, pas d'indépendance, mais au moins il y avait un minimum de marge de manœuvre, manœuvre. Mais après, c'est devenu quoi? On est venu, on a créé Soraz. Soraz, c'est le nom d'une société. Quand je dis Soraz, je l'associe à la presse. Ou bien les fonds. Mais, alors, on crée les conditions pour que la presse, la presse, je vais dire privée, la presse privée, que les gens puissent accéder à un certain nombre de choses pour pouvoir faire en sorte que cette presse-là puisse accéder à des ressources leur permettant de fonctionner normalement. Mais quand on ferme la vanne, on crée Soraz, où ça coule de l'autre côté. On crée Soraz ou puis on crée des fonds Soraz pour Soraz, alimenter une certaine presse. Mais pour alimenter, et sans rien faire, on a gagné sans rien faire. Les assises nationales ont pris fin hier. Quelles sont les attentes des Nigériens? Rapidement, Mamoudou Diado. Les attentes des Nigériens, c'est surtout la mise en application, d'abord de ce qu'ils ont pris. Comme recommandation. Et regarder encore davantage dans les recommandations, là, ce qui peut être faisable. Et ensuite, regarder parmi les recommandations ce qui peut être bénéfique pour ce pays et ce qui ne peut pas être bénéfique pour ce pays-là. Vraiment, je ne pense pas qu'on doit compter sur ça. Et ensuite, c'est que il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des choses que nous tous, nous savons qu'on ne pourra pas les faire. On a parlé de Uranium Gate. On a parlé de... Vous êtes pessimiste. Non, mais... Donc, j'ai compris, en fait. Mais maintenant, ce que j'attends, ce que nous autres nous attendons, c'est que ceux qu'ils ont pris comme recommandation et qui vont être appliqués pour les 5 ans à venir, il faut que ça soit bénéfique pour tout le peuple nigérien. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, les travaux des assises nationales tenues du 15 au 19 février à Niamey. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore 2 sujets à aborder. On a servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. Le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Jao Kravino, et le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen se sont entretenus lundi 17 février à Niamey. Le diplomate européen, à l'issue de leur échange, a souligné son objectif de se présenter et d'être à l'écoute des autorités nigériennes pour favoriser une compréhension mutuelle. Il a aussi insisté sur les opportunités futures de collaboration entre l'Union européenne et le Niger, affirmant la volonté de tourner la page et de bâtir une relation forte et amicale. Abachari Arimi, le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, veut établir une bonne relation entre l'Union européenne et le Niger. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mais je crois qu'à un moment ou à un autre, ça devait intervenir. Quoi qu'on dise, l'Union européenne ne peut être qu'un partenaire, un très grand partenaire pour le Niger et pour la plupart des pays africains. Entre l'Europe et l'Afrique en général, c'est des relations historiques. Oui, nous ont colonisés à une certaine époque. Et aujourd'hui, le débat en cours, c'est que les puissances, donc les pays occidentaux, ont exploité, n'est-ce pas, nos ressources, n'est-ce pas, et qu'il y a eu souvent des partenariats léonins, c'est-à-dire qui se sont taillés la part du lion en nous laissant vraiment avec très peu de retombées et vraiment souvent un environnement de misère, tout simplement. On peut dire ça comme ça. Et donc, le CNSP a remis en cause cette relation, mais comme beaucoup de relations de ce genre, ce qui fait que
le représentant pays est parti, n'est-ce pas? Mais à la suite d'une bruit. À la suite d'une bruit, mais ce n'est pas la fin de la vie. Bien sûr que les deux entités ont continué à exister. Et si c'est l'Union européenne qui vient pour proposer ces services et attirer l'attention du Niger, je crois qu'il faut les accueillir. Maintenant, quitte à être ferme dans les termes de collaboration avec des institutions de ce genre pour savoir qu'ils sont dans un pays souverain qui a aussi ses règles qu'il faut respecter. Et c'est de cela qu'il s'agit. Bien sûr, pour se développer, on a besoin aussi, pour continuer à se développer, de l'appui des autres. Comme je le disais la dernière fois, on ne vit pas en autarcie, voilà, et donc il faut tenir compte et à être très regardant sur les types de relations que nous entretenons avec nos partenaires, l'Union européenne, mais aussi même les institutions de Bretton Woods, n'est-ce pas, que d'aucuns sait, dans tous les cas qui ne sont pas aussi de nature à nous autonomiser, on le sait, ou de nous rendre indépendants. Mais c'est de savoir tirer l'essentiel de ces relations-là. Comme le dirait l'autre, c'est donnant-donnant. Tu ne peux pas ne pas céder une partie de quelque chose de toi, mais en retour, ce que tu gagnes, il faut que ça te serve réellement à te rendre autonome, n'est-ce pas, et à grandir et à être toi aussi un jour quelqu'un qui peut aider l'autre à devenir grand. Ça, c'est sûr. Et donc, oui, c'est une relation, n'est-ce pas, importante. C'est une organisation importante, l'Union européenne. Ça regroupe tous les pays européens, vous vous rendez compte. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont le monde. C'est difficile de faire sans eux. Merci beaucoup, Abakar Arimi. Hussein Issa Djibo, le premier objectif que je me suis assigné, c'était de rendre une visite de courtoisie, de me présenter et de dire que je suis à l'écoute des idées des autorités du Niger, a déclaré le diplomate européen Gravino à sa sortie d'audience. Peut-on dire que le bras de fer entre le Niger et l'Union européenne est déjà un mauvais souvenir? Quel bras de fer? Il y a eu une bruit diplomatique entre le Niger. Quel bruit diplomatique? Ils ont décidé de s'en aller, ils sont allés. C'est eux qui reviennent maintenant. En réalité, le problème, pendant des décennies et des décennies, avec le soutien de certains présidents qu'on a eu dans ce pays, ils ont considéré qu'on n'a rien. C'est grâce à leur présence qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas? Ils ont constaté que ce n'est pas ça, quand il y a eu le coup d'État du 26 juillet 2023. Maintenant, chacun revient pour dire les intérêts se trouvent ici. Je ne dis pas qu'on a les moyens de les exploiter. Mais eux, ils ont les moyens de les exploiter. Quand la vanne a été fermée, depuis le 26 juillet, ça a créé des situations dans ces pays-là, y compris en termes d'électricité. Alors, il faut revenir et il faut montrer que on est venu parce que tout simplement, on a considéré quoi? Qui vous a dit de partir? Les institutions de Bretton Woods, là, qui leur a dit de partir? Il y a eu un événement qui s'est passé. Ils ont accepté que ce pays-là soit sanctionné et de manière durable, sans tenir compte de la situation des populations qui sont les premières victimes. Alors, quand ils reviennent à l'accueil de l'œil pour raconter ce genre d'histoire, pour moi, il faut qu'on fasse la part de choses. Mais Hussein Issa, le Niger doit évoluer avec des partenaires. Est-ce qu'on n'évolue pas? Avec des partenaires. Non, mais je n'ai jamais dit. Moi, je ne suis pas contre les partenaires. Hein. Mais je vais dire une chose. Quand il y a des situations qui se présentent dans un environnement donné... Il faut respecter la souveraineté du Niger. Il faut respecter la souveraineté. Il faut respecter la souveraineté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que tout simplement, il y a eu un tollé où il fallait sanctionner sans tenir compte. Moi, je ne tiens pas compte des autorités. Hein. Je ne parle pas au nom des autorités. Je parle au nom des populations. Où des gens ont considéré qu'il faut sanctionner les populations. N'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'on sanctionne la population à la base, qui est déjà dans des difficultés? Non. Vous devez tenir compte de ça. Parce que tout simplement, il y a un problème politique qui s'est posé. Vous considérez à cause de ce problème politique-là, il faut sanctionner les 25 millions de Nigériens, où les gens
ils sont restés sans accès à certaines ressources, denrées alimentaires, produits et tout. Est-ce que ça c'est normal? Moi je veux dire, c'est quand ils reviennent dire qu'ils vont voir dans quelle mesure ils vont. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Maimouna Diado, selon lui, le Niger et l'Union européenne ont vraiment de grandes opportunités pour le futur. Que faut-il désormais comprendre à travers cette visite du nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel au Niger après la brouille diplomatique entre Niamey et Bruxelles le 24 novembre 2024? Mais c'est la relance du partenariat entre le Niger et l'Union européenne. Donc, le représentant Sahel est arrivé ici au Niger, c'est pour pouvoir trouver le mécanisme ou les moyens d'apaiser. De relancer le processus du partenariat. Surtout d'apaiser en fait le problème qu'il y a eu. C'est de bonne guerre selon vous? Oui, bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que même si on le veut ou on le veut pas, un partenaire, c'est un partenaire. Mais c'est un partenaire de longue date, donc il faut faire avec, mais il faut revisiter les clauses du partenariat. Il faut que le partenaire qui vient investir au Niger respecte la souveraineté de ce pays, du Niger, et que les fonds qui seront alloués puissent servir à ces populations qui sont dans le besoin. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on doit faire, il faut essayer de voir, d'envisager dans quelle mesure l'argent qui sera investi pourra satisfaire quand même ceux qui sont dans vraiment le besoin. Moi, je pense que on ne peut pas dire à un pays de continuer à vivre sans les autres. On dit que c'est deux mains qui se lavent. On aura besoin d'eux et comme ils auront besoin de nous. Mais maintenant, comme je l'ai dit, c'est de revisiter les clauses. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Je vais juste rajouter quelque chose. Rapidement. Je vais répondre. En 30 secondes. Ce que Maimouna vient de dire. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas la réciprocité? Pour le représentant du Sahel pour l'Union européenne. Pour l'Union européenne. Merci beaucoup, rapidement. Que faire pour normaliser davantage les relations entre Niamey et Bruxelles? Rapidement. Il faut s'asseoir autour d'une table, n'est-ce pas, et renégocier les accords, n'est-ce pas, entre ces différents entités, parce que eux, ils sont une multitude de pays, c'est les plus puissants presque du monde, et nous sommes pauvres Niger, mais souverains. N'est-ce pas, avec les nouvelles autorités, c'est de s'asseoir autour d'une table, d'abord se préparer, parce qu'ils sont en avance sur nous. Il faut faire extrêmement attention, être très vigilant, n'est-ce pas, définir nos règles avant de discuter rapidement. Moi, à des choses comme ça, je m'attendais avec les assises, n'est-ce pas? Les assises nationales. Sur ce plan, je ne sais pas qu'est-ce qui a été vraiment dit. N'est-ce pas? Parce que nos relations extérieures déterminent beaucoup aussi ce qui pourrait se passer à l'intérieur du pays dans les années à venir. Même les 5 ans là, il faut que nos relations soient bien définies, bien contrôlées, pour qu'après cette transition, que ça continue, que ça se poursuive. Donc c'est de cela qu'il s'agit, mais il faut s'asseoir autour d'une table avec les responsables de l'Union européenne, que ce soit Sahel ou Afrique, je ne sais pas, comme le relève, parce qu'ils sont mieux organisés. Ils sont mieux organisés, tu vois. Peut-être qu'un jour on doit avoir le représentant AES du Sahel au côté de l'Union européenne et quelqu'un qui va discuter donc directement avec eux. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser et harmoniser avec nos voisins, notamment les autres pays de l'AES, n'est-ce pas? Harmoniser quel genre, parce que plus on est unis, mieux c'est contre ces personnes-là. Il ne faut pas se le cacher. Chacun qui vient, il ne vient pas pour nos beaux yeux. Ils veulent ces relations-là avec nous parce qu'ils ont besoin aussi de nous. Pour ce qui est du Niger particulièrement, notre sous-sol attire énormément de monde, n'est-ce pas? Parce que pour l'instant, c'est ce que nous avons,
mais aussi notre position géostratégique attire beaucoup de monde. Il faut vraiment développer beaucoup de la compétence, du savoir-faire autour de ces aspects, n'est-ce pas? Connaître qu'est-ce que tu as et comment tu peux le monnayer, c'est de cela qu'il s'agit. Personne ne vient pour tes beaux yeux. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et la dernière partie du forum. Le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est tenu le week-end passé à Addis Abeba, en Éthiopie. Au sortir des travaux, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a été élu nouveau président de la Commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Il succède donc ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahamata. Hussein Sajibo, ce sommet de l'Union africaine s'est déroulé dans un contexte de tensions accrues sur le continent. Comment l'expliquer? Mais comment on peut l'expliquer? C'est que ces instruments qu'on a chez nous, n'est-ce pas? C'est des instruments qui sont téléguidés par les Occidentaux à travers des financements et autres. Voilà la difficulté de l'Afrique. C'est pas qu'on n'a pas... C'est ce qui explique les tensions un peu partout. Bien évidemment, regardez ce qui se passe à RDC Congo ou Rwanda, comment ça s'appelle? Regardez, comment peut-on justifier ça? Comment? Est-ce que l'Union africaine s'est prononcée jusqu'ici sur ce conflit? Mais il y a le terrorisme chez vous mais bien évidemment, mais qui a amené ça? Qui a amené ce terrorisme-là chez nous? Qui a amené ce terrorisme qui est en train d'aller même dans le golfe de Guinée? Qui a amené ça? Il faut créer l'instabilité. Imaginez un pays vaste comme le RDC Congo qui se retrouve dans une situation où il y a des pans de son territoire qui leur échappent aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a connu chez nous, au Sahel, on a connu des pans au Burkina Faso, au Mali, pour céder. Des individus armés en moto, ceux qui contrôlent ces zones-là. Qui a amené? Des individus armés. Des individus armés en moto. Qui les a amenés? Est-ce que nous fabriquons des armes? Est-ce que nous fabriquons des motos et autres? Il y a aussi la Centrafrique. Mais alors, dans tous ces pays-là, il faut créer une situation d'instabilité pour pouvoir accéder aux ressources de ces pays-là. Voilà la situation dans laquelle... Si les gens... Mais qu'attendez-vous de l'Union africaine, l'Union africaine pour résoudre toutes ces tensions, tous ces conflits? Non, on parle de l'Union africaine. On dit bien Union africaine. Ça signifie quoi? Ça dit que l'Afrique doit savoir ce dont elle a besoin, ses objectifs et tout. Quand l'Afrique, des chefs d'État sont manipulés pour permettre à ces puissances-là de continuer à venir piller nos ressources. Parce que tout simplement, c'est juste des instruments qui sont là en place où on considère que quand on a ces instruments, on les finance. Ceux qui viennent discuter, ils ne discutent pas véritablement de l'avenir de l'Afrique. Ils discutent de comment les Occidentaux, les pays occidentaux peuvent venir encore continuer à puiser nos ressources. Voilà le problème, Mokhtar. Mais tant qu'on ne va pas mettre fin à ça, les Kwame Nkrumah, ceux qui étaient visionnaires à l'époque, rapidement, pourquoi on les a éliminés? C'était à cause de ça. Les Lumumba. Les Lumumba, Patrice Lumumba et tout. C'était parce que tout simplement, ils avaient une vision par rapport au développement de l'Afrique. Mais qu'on me mette un instrument en place, Union africaine, ou CEDEAO, ou CEMAC, ou quelque chose comme ça, ça n'a absolument aucun. Ils sont là où des chefs d'État se réunissent, des ministres se réunissent, chacun prend ses perdièmes, et après, on se retrouve à l'occasion de l'autre réunion, et les gens, ils se jettent des pots de bananes. Sur le continent. Merci beaucoup, Seydi Sajibo. Memoune Diado, le sommet de l'Union africaine tenu le week-end passé est censé permettre aux dirigeants africains de discuter de la paix, de la sécurité, de la ZLECAf, des réformes institutionnelles et d'autres enjeux stratégiques. Que faut-il savoir au sujet de ce 38e sommet ordinaire de l'Union africaine? D'abord, il faut retenir que l'Union africaine a perdu sa valeur. Depuis quand? L'Union africaine n'est plus l'Union africaine que nous connaissons quand même. Les choses évoluent comme on dit. Positivement ou négativement?
Négativement, parce que, en fait, je ne les vois pas agir au nom de l'Afrique. Je ne les vois pas agir au nom de l'Afrique. Parce que tous les maux que regorge aujourd'hui l'Afrique, tous les maux dont souffre l'Afrique, moi, je ne vois pas l'Union africaine, en tout cas, se décider à se prononcer, ne serait-ce que même dans les conflits. Il y a les conflits, mais est-ce qu'il y a eu des résolutions de l'Union africaine? Il y a aujourd'hui des chefs d'État qui se sont positionnés pendant plusieurs années et qui continuent le massacre de leur population pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que l'Union africaine a fait quelque chose dans tout ça? Quand l'Union africaine veut parler de paix, veut parler de stabilité, veut parler du développement de l'Afrique, mais on se pose la question de savoir, est-ce que ce que pense l'Union africaine, c'est dans la forme, ou bien l'Union africaine est en train d'exécuter ce qu'eux, ils sont en train de nous dire aujourd'hui? Il n'y a pas d'exécution. En tout cas, moi, je ne vois pas. Sauf, peut-être que ceux qui viendront pourront arranger les choses. Mais pour l'instant, l'institution Union africaine qui a été décidée par des chefs d'État qui ont réfléchi pour l'Afrique n'est plus l'Union africaine. L'Union africaine, c'est des marionnettes qui viennent devant les gens, qui ouvrent l'ouverture et qui font la clôture sans autant penser à ces milliers d'Africains qui sont en souffrance aujourd'hui dans les pays qui sont plus proches même d'eux. Aujourd'hui, on parle de l'ancien président de l'Union africaine qui a quitté pour donner la place au Djiboutien. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Oui, il n'a pas vu ce qui se passe. Est-ce que tu l'as vu prononcer, faire des recommandations par rapport à l'insécurité seulement qui est autour dans le Sahel? Est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour mettre fin à ça? Merci beaucoup, Memoudi Diallo. Au Tchad, là, jusqu'à présent, ça ne continue pas? Merci beaucoup, Memoudi Diallo. Mais il faut se poser les questions. Abba Tchadarimi, le sommet a été ponctué par l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, en remplacement du précédent président tchadien Moussa Faki Mahamat. Quelle est votre opinion à ce sujet? Bon, dans tous les cas, c'est tournant, comme vous le savez, c'est-à-dire Moussa Faki ne peut pas continuer à se pérenniser. Heureusement, au moins, ces aspects sont acquis. Et prochainement, après 2 mandats encore, ça sera certainement quelqu'un d'autre et d'une autre zone. Ça, au moins, le partage là a été bien fait. Mais dans tous les cas, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a rien qui change. C'est les mêmes personnes qui viennent, c'est des hauts fonctionnaires. Bon, ils vont garantir leur vie pour eux et pour leur progéniture. Et puis c'est fini parce que c'est une institution sur ce plan-là qu'on peut appeler internationale et qui peut garantir le bien-être assez fonctionnaire. C'est tout. C'est un fonctionnaire. Est-ce que l'élection de Mahmoud Ali Youssouf, le Djiboutien, n'a pas été une surprise pour vous au détriment de Raila Ondinga? Moi, ce n'est pas un enjeu pour moi. C'est-à-dire que ce soit qui que ce soit qui vient, il n'y a rien, absolument rien qui va changer. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le scandale que les travaux au niveau de l'Union européenne, de l'Union africaine étaient écoutés parce que la construction a été offerte par la Chine pour construire et donc ils ont mis des micros et tout qu'on nous écoutait et tout. Donc on n'a aucune marge dans ces institutions-là. Quand les questions soulevées par Maïmouna, c'est des réalités, mais c'est une institution de pauvres en fait, n'est-ce pas? Et une institution dirigée par des personnes qui ne tiennent qu'à leur maintien à leur poste chacun. Que ce soit les fonctionnaires qui sont là-bas ou les présidents qui sont en exercice, personne n'œuvre. Parce que tu causes un problème, tu crées les conditions de ton départ. Vous vous rappelez du discours de Sankara? Il dit, bon, voilà, je suis en train de dire telle chose aujourd'hui. La prochaine fois, si vous ne me soutenez pas, je ne serai pas là pour vous le dire. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, selon vous, c'est important
c'est important d'avoir une organisation comme l'Union africaine parce qu'il y a des règles qui doivent régir toute l'Afrique. Il y a sur le droit de l'homme, sur les sur la migration, sur Selon vous, les Africains ne doivent plus attendre de cette organisation continentale. Si, mais comment? Les impulsions doivent venir des chefs d'État. Et les chefs d'État, ils sont élus comment? N'est-ce pas? Donc, quand est-ce qu'un changement va intervenir? Ousseini a évoqué les Nkrumah, les Lumumba, qui ont voulu en faire un outil important. Il y avait des initiatives. Oui, ils ont essayé des choses, mais qui ne sont allés nulle part. Aujourd'hui, on parle des pays comme le Congo, le plus grand pays africains, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez vu, ils ne peuvent même pas défendre leurs propres frontières. Aujourd'hui, des villes comme Goma, Bukavu sont occupées par les rebelles. Donc, vraiment, on a énormément de problèmes. L'Union africaine, c'est un outil important. Par exemple, on avait voulu parler du passeport commun pour toute l'Afrique, du passeport de l'Union africaine. Ça, c'est extraordinaire si ça marche. Mais pour que ça marche, il faut aussi que les citoyens, le passeport de la CEDEAO a marché facilement parce que les citoyens au moins se reconnaissent, n'est-ce pas, par ce qui était, par l'appartenance à cette œuvre. Il faut que les Africains soient au moins conscients de ça. Aujourd'hui, un Nigérien du commun, si tu l'appelles l'Union européenne, africaine, mais il ne sait même pas de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc, c'est important. Malheureusement, le changement est extrêmement difficile, de telle sorte que, comme la désignation de nos dirigeants au plan étatique, nos présidents et même les autres, souvent ne viennent pas de nous, on le sait. Et on a des gens, parce que le jour où les Africains vont se déterminer à dire que je vais respecter mon mandat, n'est-ce pas? Je vais faire un mandat ou deux selon notre constitution et je m'en vais. N'est-ce pas? Que la conservation du poste de président ne soit plus un enjeu. Déjà, on aurait fait un pas important dans la bonne marche de l'Union africaine. Parce que quand tu sais que tu vas poser des problèmes là-bas, chez toi même on t'a mis, on t'a placé, n'est-ce pas, comme un fonctionnaire, toi un président. Tu ne peux pas faire quelque chose. Non. Donc c'est extrêmement compliqué en fait ce qu'on veut faire parce que vous avez vu, quand on a parlé rapidement, quand on a parlé du passeport de l'AES, n'est-ce pas? L'Union africaine et l'Union européenne remettraient en cause ce passeport-là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi l'Union africaine et l'Union européenne? Mais ils ne sont pas membres de l'Union africaine. N'est-ce pas? Pourquoi avant ça, ils n'ont pas fait savoir? N'est-ce pas? Moi, je ne dis même pas que c'est un passeport bien ou mal. Mais pourquoi au bon moment, c'est au moment de la réunion de l'Union européenne, africaine, qu'ils se mettent ensemble pour dire ça. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.